On est d'accord, on part là-dessus. C'est-à-dire que la question qu'on se pose, à laquelle on va essayer de répondre, c'est dans quelle mesure LinkedIn pourrait constituer un portfolio pertinent pour l'étudiant, pour l'insertion professionnelle de l'étudiant. Est-ce qu'on est déjà d'accord avec la question? Alors, oui, et je rajouterais pas que pour l'étudiant. Ok, oui, 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 pas que pour l'étudiant, oui. Et, et donc, si on doit commencer justement à répondre à cette question, c'est qu'est-ce qu'un portfolio pertinent? Quels sont les critères de pertinence? Ah, oui, et puis on peut peut-être aussi quand même rappeler le portfolio en fait. Parce que voilà, je sais pas si toutes les personnes qui vont nous écouter seront déjà bien au fait avec ce que c'est. Moi j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai pas forcément. Enfin, quelque part pour moi ça avait peut-être une évidence et je me dis peut-être ce serait quand même l'occasion voilà, de donner une définition qui soit assez simple hein, pour que les personnes puissent bien comprendre de quoi on parle, quoi. Ouais. Alors, simple et rapide ou concise, on pourrait définir le portfolio comme, enfin, je vais essayer de le définir comme étant un recueil de documents, un recueil d'informations servant à prouver le développement de compétences. Et que ces éléments, ces informations, on les appelle traces ou preuves. Un exemple extrêmement parlant qu'on a presque tous, mis à part les Parisiens, c'est la preuve du permis de conduire. C'est-à-dire le permis de conduire, ce papier rose pour certains ou cette carte dématérialisée pour les plus jeunes, enfin cette carte, même carte plastique pour les plus jeunes, représente la preuve d'une compétence de conduire un véhicule de moins de 3 tonnes 5 en agglomération. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça comme définition. Oui, et puis effectivement, c'est important de rappeler que c'est un recueil et c'est pas un outil, enfin, il n'y a pas un outil, entre guillemets, universel portfolio. Parce qu'on pourrait penser, quand on parle portfolio, on parle d'un outil en particulier. Oui, 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 c'est vrai. Ça, c'est très important de le préciser, encore plus aujourd'hui où il y a des modes qui amènent le développement d'outils portfolio très spécifiques, Mahara, Karuta, GitHub pour les informaticiens, etc., etc. Mais que ce qui peut être universalisé, c'est la démonstration avec laquelle nous, en tant qu'individus, on va démontrer le lien entre l'information qu'on met dans le portfolio et la compétence qu'on pense avoir développée. Et c'est peut-être le grand enjeu, si on devait connecter en fait cette notion de portfolio avec LinkedIn, c'est dans quelle mesure LinkedIn pourrait être un espace dans lequel on vient démontrer et partager le développement de nos compétences professionnelles. Et aussi ce pourquoi, en fait, on va peut-être expliquer voilà, le contexte. Moi, c'est quelque chose que j'invite, enfin voilà, j'invite mes étudiants à utiliser LinkedIn et en fait à réfléchir à vraiment une stratégie, parce que peut-être ils en auront besoin dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, ou même peut-être plus, hein, si vraiment ils sont en toute première année post-bac. Et c'est vraiment d'anticiper, de se projeter. Et bon, j'imagine que voilà, c'est certainement aussi, tu partages cette idée que le portfolio, c'est quelque chose qu'on va construire dans la durée avec un objectif voilà, à une certaine durée. C'est pas comme un CV. On a besoin d'un CV, on travaille son CV et puis on l'envoie. C'est quand même un travail qui est d'une autre ampleur. Et Et- Oui, vas-y, vas-y, pardon. donc voilà, il y a l'ampleur derrière du travail. Et puis c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et c'est peut-être aussi plus facile de le faire justement, de le construire au fur et à mesure des expériences, pendant que l'expérience, elle est encore Fraîche. récente, fraîche, voilà. Parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile. Je le vois dans le cadre des VAE, par exemple, les personnes, parfois, ont du mal à vraiment se souvenir.
tous les éléments du contexte, à retrouver les preuves. Voilà quoi. Oui. Et parfois même à se rappeler et à retrouver, à remobiliser la compétence qu'ils ont un jour eue. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que le portfolio, comme tu l'as dit, l'outil et les informations qu'il doit y avoir dedans doivent être un minimum actuels et actualisés. Parce que c'est ce qu'avait dit Philippe lors d'un podcast, c'est que quand on a 30 ans d'expérience, enfin quand on a 30 ans, on a 30 ans d'expérience, et quand on en a 40, on a 40 ans d'expérience, et on va réinterpréter les expériences qu'on a eues au fil des nouvelles expériences. Et parfois, si je donne un exemple très, très parlant, qui est un exemple personnel. Je suis formé au droit, j'ai fait licence et master de droit. Pour autant, je ne pense pas avoir les compétences d'un juriste aujourd'hui parce que les compétences nécessaires pour être juriste en entreprise, par exemple, sont trop éloignées. Ce qu'il faut est trop éloigné de ce que je sais faire aujourd'hui. J'ai fait des études, j'aurais besoin en fait d'un temps de réactivation qui n'est pas, qui devrait être important, je pense, pour pouvoir prétendre aux compétences professionnelles du métier de juriste. Et peut-être que pratiquer régulièrement cette pratique réflexive, cette identification progressive et régulière de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ça nous aiderait à formaliser justement ces compétences, se dire qu'on les a encore. Mais ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire parce que mine de rien, ça demande du temps, de l'énergie, de la disponibilité. Alors qu'on les a encore et aussi qu'on les a développés. Est-ce que si je prends un autre contexte, là pour le coup plus professionnel, généralement tous les ans, les entreprises mettent en place des entretiens annuels et voilà, les collaborateurs doivent évaluer leurs compétences, faire le point sur voilà, les objectifs, ce qu'ils ont pu mettre en œuvre tout au long de l'année. Il s'est passé, voilà, une année et souvent, ben, les personnes ont oublié. Elles sont même plus en mesure de dire, ben, en fait, vraiment moi, j'aime bien parler de fierté, là où ils ont eu des résultats, qu'est-ce qui a fait justement qu'ils sont parvenus à ces résultats-là, qu'est-ce qu'ils ont mobilisé pour ces résultats. Et arrive cette fin d'année. Et souvent, voilà, il y a pas beaucoup de temps, peut-être une quinzaine de jours pour préparer ces entretiens. Et en plus, les salariés, ils sont pas invités à faire ce travail-là, quoi. Donc, il s'est passé toute une année et finalement, ils ont oublié parce que, voilà, la tête dans le guidon, des dossiers qui remplacent d'autres dossiers, des projets qui suivent d'autres projets. Et puis, on oublie. Oui, tu soulèves un truc qui est très important, c'est que, encore une fois, enfin, en tout cas, ça soulève la question suivante, c'est que ces environnements de travail où justement on est entre guillemets dans le jus, on a la tête hein, entre guillemets sous l'eau, on va essayer de répondre aux différentes échéances qu'on doit respecter. Eh bien, toutes ces variables constituent un environnement qui ne favorise pas une prise de recul. Et encore une fois, si on veut faire ce travail d'identification des compétences, ce moment, bah, pour cette prise de recul, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps, il faut avoir de la disponibilité d'esprit. Avoir la disponibilité d'esprit, ça veut dire prendre ce temps-là au détriment d'autres choses. Et c'est peut-être la grande difficulté, en tout cas, moi, c'est l'une des grandes difficultés que j'avais eues avec les étudiants, hein, c'est d'essayer de leur trouver, en fait, les aider à identifier des rituels de questionnement, des rituels où tu vas te dire, là, à tel moment de la journée ou de la semaine ou du mois, je vais essayer de faire le point pour savoir ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, qu'est-ce qui rentre dans les compétences ou pas. Et, et peut-être, pour revenir à la question fondamentale, peut-être que LinkedIn, en tant que portfolio, mais aussi en tant que communauté dans laquelle on partage nos expériences, nos histoires professionnelles, cela pourrait aider les étudiants à pratiquer régulièrement
une pratique réflexive. Mais ça voudrait dire une chose. Ça voudrait dire que ça voudrait dire que LinkedIn pourrait aider si on le prend d'une façon particulière. Si on le prend comme un espace où on peut essayer de partager avec authenticité ce que l'on fait, comment on le fait, avec toutes les failles, toutes les faiblesses et tous les défauts que nos expériences professionnelles pourraient avoir. Et là, j'amène un biais que je pense observer dans LinkedIn, c'est le biais quelque part de la bien-pensance, je ne sais même pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est-à-dire que sur LinkedIn, on va traiter un certain nombre d'informations, mais comment dire, on traite des informations avec une certaine vision, avec une certaine philosophie, c'est-à-dire il est beaucoup mieux vu de parler de ses réussites que de parler de toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté dans son métier. Et ça, c'était des choses que même mes étudiants me partageaient, c'est-à-dire il est mieux vu de parler de ses qualités que de ses défauts ou de ses faiblesses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est quelque chose effectivement. Je sais pas si c'est culturel, mais on a plus l'habitude de parler de enfin, ce qui a bien fonctionné. Et c'est d'ailleurs dommage parce que finalement, ce qui a bien fonctionné, est-ce que c'est là où on tire, enfin, voilà, forcément plus d'apprentissage? Pas nécessairement, puisque c'est là où il y a eu des aléas, des complexités, où justement on vient mobiliser de nouvelles compétences. Et, et je le vois aussi ça dans le cadre de l'AVE, puisque justement dans l'AVE, je vais chercher avec les personnes, je leur demande d'identifier plutôt des situations qui ont été particulières, parce que c'est celles qui sont les plus riches, justement, parce que c'est beaucoup plus facile, enfin non, c'est pas que c'est plus facile, mais ça montre beaucoup plus des... la posture de la personne, ses aptitudes, d'expliquer la situation, les aléas et comment elle a dû y faire face. Est-ce que ça a fonctionné du premier coup ou finalement ce qu'elle a mis en œuvre, elle s'est rendue compte que c'est pas ce qui fonctionnait le mieux, donc elle a fait différemment et ça valorise davantage en fait les capacités de la personne que de dire voilà, j'ai fait ça, tout s'est bien passé. C'est Mm. beaucoup plus riche en fait d'apporter des éléments parce que c'est comme en fait euh, quand on parle par exemple moi j'étais avec mes collaborateurs, j'ai toujours été exigeante sur le fait de vraiment de mettre en œuvre, de mobiliser toutes ces capacités. Par contre, euh, pas forcément sur, pas autant sur les résultats, parce que ça arrive à tout le monde de se tromper. Par contre, ce qui, je trouvais, était toujours intéressant, là où je faisais la différence, c'est pas entre une personne qui se trompait et une personne qui se trompait jamais, mais c'est la personne, si elle fait une erreur, quel est son comportement derrière? Et sa façon de réagir, bah, pour moi, c'était un critère beaucoup plus important que la personne qui faisait jamais d'erreur, parce que finalement, on n'est jamais certain, en tant que manager, que la personne ne fait jamais d'erreur. Est-ce qu'elle va pas avoir tendance à cacher les choses? Est-ce qu'elle va pas avoir tendance à faire penser que ça vient, enfin la faute ne vient pas d'elle et du coup elle se remet pas en question? Voilà. Donc effectivement, je pense que culturellement, on a plus tendance à parler des choses qui ont été le mieux, enfin que voilà, qui se sont le mieux passées. Et mais je suis pas sûre que la richesse de l'expérience, elle soit dans ces situations-là en fait. Bah, oui, si, je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Mais cela suppose donc d'être, lorsqu'on partage une expérience, pour la personne qui veut utiliser LinkedIn comme un portfolio, d'avoir ce rapport à l'authenticité très fort. C'est de se dire, même si je fais des choses qui n'ont pas été dingues et que j'ai fait des erreurs, il faut avoir le courage d'en parler. Et en même temps, il faut aussi que de l'autre côté, l'environnement, la communauté à laquelle on envoie ce partage d'histoire soit réceptive à ça. Et là, je dirais que je n'aurais pas forcément de point de vue tranché. Simplement,
que la vie m'a amené à constater qu'en fonction des environnements et des organisations de travail dans lesquelles tu te trouves, j'ai pu observer des comportements comme tu l'as décrit, comme ceux que tu as pu avoir, c'est-à-dire ouverts à cette nuance, ouverts à cette compréhension réflexive de l'erreur. Pourquoi est-ce qu'on a fait une erreur? Comment est-ce qu'on pourrait éviter pour la reproduire, pour ne pas la reproduire, pardon. Et, et de l'autre côté, des environnements où, au contraire, ces environnements presque, allez, je vais dire scolaires ou académiques, même si ce n'est pas le terme, des environnements où, lorsqu'on fait une erreur, on est mal vu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, tu es dans un environnement de bons élèves et le premier qui fait une erreur, c'est celui qui perd la chaise musicale. Et ça peut paraître assez dingue dit comme ça. Pour autant, je me suis déjà confronté à ce type d'environnement. Et où est-ce que je veux en venir? C'est que dans ce type d'environnement, partager ton authenticité, partager tes expériences avec leurs biais, leurs erreurs, leurs défauts, c'est pas forcément quelque chose de bien vu. On est d'accord, c'est nécessaire pour construire une compétence. L'erreur fait partie de l'apprentissage, mais c'est pas pour autant que cette erreur sera valorisée par l'environnement dans lequel tu évolues. Alors, valoriser, tout va dépendre. C'est quand même si tu as mis en place des choses derrière pour rectifier, c'est quand même différent. Je pense que ce sera plus... alors bien évidemment, tout dépend des secteurs d'activité parce que parfois, une erreur, ça peut coûter la vie de quelqu'un. Bien évidemment, tout est à relativiser. Mais, mais je pense que si, voilà, derrière, tu as déjà la capacité de dire, là, je me suis rendu compte, ça ne fonctionnait pas comme ça, donc j'ai essayé autrement. Dans ce cadre-là, enfin, je pense que c'est quand même accueilli de façon, alors c'est peut-être pas avec les félicitations, mais en tout cas, ce sera peut-être pas forcément quand même mal perçu, quoi. Euh, J'espère. Comme je connais pas, je suis loin de connaître tous les environnements professionnels, je peux pas te dire. À part certains environnements où je sais, par exemple, j'ai lu récemment en politique. Là, pour le coup, il fallait, a priori, ils apprennent à ne jamais, ils doivent en fait, comment dire, maintenir leur position quoi qu'il arrive et ne pas dire qu'ils se sont trompés. Personnellement, je trouve ça un peu absurde. Je ne sais pas l'origine, hein, je ne vais pas m'étendre dessus, je ne sais pas pourquoi c'est ce mode de fonctionnement là. Voilà. Mais après, dans les environnements professionnels, on va dire en général, sauf si encore une fois, c'est des environnements où ça peut coûter la vie des personnes, euh, je vois pas, voilà, pourquoi ce serait forcément mal accueilli. Mais j'ai envie de croire que il y a beaucoup d'environnements qui accueilleraient ces erreurs et ces réflexions sur les erreurs de façon positive. Mais encore une fois, je ne sais pas, je pourrais jamais parler pour toutes les sphères professionnelles et les environnements professionnels qui existent. Ce que je pourrais dire en revanche, pour encore une fois, toujours avec cette question initiale, c'est la force de LinkedIn en tant qu'outil de portfolio et de partage. Ça serait, si juste, on avait parlé à l'instant, ce serait de partager ces histoires professionnelles. Parce que le portfolio contient des preuves, des traces qui sont documentées. Mais le petit plus de LinkedIn, c'est qu'on peut les mettre en vie, en fait, ces preuves. On peut les partager, on peut les mettre dans un récit narratif dans lequel on va intégrer d'autres personnes, ce que tu disais tout à l'heure, d'autres personnes qui ont été actrices ou spectatrices, et donc qui pourront attester activement ou passivement du développement de ces compétences. Et c'est là qu'on en revient à cette force du réseau dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'on va connecter des compétences à un réseau de professionnels, un réseau d'acteurs qui va les valider. Et c'est peut-être plus cette validation
par le réseau d'acteurs qui va être quelque part game changer, qui va être décisif pour l'insertion professionnelle de la personne. Euh, oui, oui, c'est sûr que voilà, s'il y a des personnes qui viennent attester, ça donne encore plus de crédit, on va dire, d'importance. Effectivement, à ce qu'a pu partager la personne, c'est comme si ça venait quelque part valider la compétence, comme si plusieurs personnes venaient certifier effectivement que la personne a bien mobilisé ses compétences et bien détentrice de ces compétences-là. Euh, oui, il y a de ça et c'est aussi le fait que... Mais ça, on pourrait le retrouver par des lettres de recommandation, tu vois, en dehors du système. Et là, c'est surtout, comme tu disais, le fait que si c'est fait au fur et à mesure, c'est vraiment ce partage sur le moment. Et ça vient s'inscrire en fait sur une durée longue, mais ça donne aussi quelque part je ne sais pas comment dire, c'est pas que ça donne le fait que ce soit en, sur une plateforme en ligne, accessible publiquement, que les choses se construisent au fur et à mesure. Quelque part, c'est comme si on suivait l'évolution de la personne Ça et on donne à voir. retrace. En fait, oui, c'est ça, on arrive à retracer tout un parcours, tout un cheminement. Mm. Oui, ça donne à voir. C'est un peu créer activement et chaque jour son film professionnel, le film de sa vie professionnelle, avec tous ses déboires et ses réussites. Et forcément, vu qu'on donne à voir et qu'on montre des choses factuelles, biaisées bien sûr, mais factuelles, on va au-delà de la lettre de recommandation. Que même si on a une belle signature et un beau tampon sur une lettre de recommandation, on n'a pas toute la vie et toute quelque part, entre guillemets, l'objectivité des faits pris sur le moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis que tu as participé à l'inauguration je sais pas moi, de la dernière Renault 5 au Salon de Genève. Mais ça, tu pourrais avoir une lettre qui va l'attester si on te voit en fait en train d'échanger avec d'autres commerciaux, que tu as des interviews, que tout est médiatisé et que tu fais partie de cette médiatisation. Eh bien, le caractère personnel de la trace, authentique, il va être entre guillemets incontestable. Hein, incontestable. Et là, c'est une pensée que j'ai, c'est que ça vient en fait nourrir des histoires et que l'être humain est extrêmement friand d'histoires. C'est-à-dire que les civilisations beaucoup de civilisations se sont construites sur des histoires, des légendes, des mythes, et que vloguer, si je peux utiliser ce terme-là, vloguer sa vie professionnelle, c'est un moyen intéressant d'obtenir de l'adhésion des personnes extérieures. Et dans les personnes extérieures, on a des professionnels, des recruteurs. Obtenir l'adhésion de ces personnes-là à notre parcours. Et si on obtient l'adhésion, ou en tout cas, dans un premier temps, l'intérêt de ces recruteurs à notre parcours professionnel, c'est déjà marquer des points pour un éventuel processus de recrutement directement si ces personnes-là sont intéressées par notre profil et indirectement si ces personnes-là vont communiquer de façon formelle ou informelle notre profil à d'autres personnes. C'est un peu la force, la force de la communauté. Et pour ça, peut-être qu'il faudrait être stratégique. On en revient à ce que tu disais dès le départ, être stratégique dans sa communication. Et donc, l'idée d'avoir une authenticité, de publier ou partager régulièrement des moments clés et de fournir, je sais pas, une réflexion, quelque chose, une réflexion, une réflexion sur notre façon de vivre notre vie professionnelle qui puisse nous démarquer. Je réfléchis à voix haute là. Oui, non, mais je te suis complètement, donc je te laisse réfléchir. Hein.
Et que la grande difficulté, et c'est peut-être une difficulté qu'on va retrouver dans tout réseau social, je pense à Instagram, TikTok, YouTube, et c'est d'arriver à trouver sa place, à se constituer une audience dans un monde où tout le monde veut de l'audience. C'est-à-dire que c'est la guerre aujourd'hui. Le nerf de la guerre n'est plus l'accès à la connaissance, mais plutôt l'attention. Comment faire pour attirer l'attention des personnes et la conserver? Et on a chaque jour, on va se lever avec une quantité de temps, d'énergie et d'attention limitée. Donc, à quoi est-ce qu'on va l'utiliser? Et si moi, en tant que personne qui veut utiliser LinkedIn comme un portfolio, je veux être stratégique, il faut que je réfléchisse à tout ça et me dire, je dois établir une stratégie pour que les potentiels recruteurs aient envie de m'accorder une partie non négligeable de leur attention. Oui, alors après aussi, tout dépend de l'objectif de chacun. Oui. Effectivement, si c'est être reconnu comme étant une autorité vraiment faisant référence dans tel domaine, effectivement, ça peut être une vraie réflexion par rapport à ça. Après, c'est si je suis étudiant et je réfléchis pour dans 1, 2, 3 ans, enfin, je mets en place ma stratégie pour trouver une alternance. Voilà, ce sera peut-être pas, on va pas demander à la personne d'avoir, je sais pas, 30, 40, 70 000 abonnés sur son profil LinkedIn. Le recruteur, voilà, lorsqu'il va recevoir le CV du candidat, va voir le profil et va pouvoir retracer vraiment tout ce parcours professionnel. Et là, il sera pas forcément sensible qu'au nombre de likes ou au nombre de commentaires. Il va pouvoir s'intéresser directement au contenu lui-même. Oui. Donc tout va dépendre de l'objectif, de la finalité, de pourquoi on le fait. Oui. Oui. Donc oui, être conscient des objectifs, ça c'est sûr, et d'adapter la démarche et la stratégie de communication selon l'objectif. Et de l'autre côté, si on reprend l'exemple que tu viens de donner, le recruteur, il va quand même devoir se taper des histoires professionnelles. Si aujourd'hui on raisonne, si on a envie de raisonner en histoire, en termes d'histoire professionnelle et d'exploration de preuves de chaque candidat, ça va demander un temps, ça, par le recruteur. Mais c'est déjà fait aujourd'hui, hein. Les recruteurs, ils vont voir le profil LinkedIn. Donc Mhm. c'est pas. Alors, ils vont pas le voir sur tous les profils. C'est une fois que là, il y a une présélection qui est faite des CV. Ils vont ensuite voir le profil. Donc ça rajoutera pas de temps Ok, supplémentaire, sachant que maintenant, voilà, avec l'intelligence artificielle, il pourrait avoir l'intelligence artificielle qui fait un résumé ou même plus qu'un résumé pour faire un matching avec le poste à partir du profil LinkedIn. Enfin, c'est déjà des choses qui sont possibles, quoi. Mais quoi qu'il en soit, le recruteur il va déjà voir sur le profil. Donc ça ne demanderait pas forcément plus de temps dans le processus de recrutement. oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ça c'est clair. Et si c'est bon comme ça, ce qui pourrait y avoir d'autre, alors cette fois de la part du candidat, ben, c'est encore une fois, alors, je crois on en avait discuté il y a quelques minutes avant, ou si c'était pas en off, c'est que LinkedIn, c'est un espace social, virtuel mais social, et que tout espace social est drivé, consciemment ou inconsciemment, par des règles de bonne conduite, des bonnes pratiques, des usages. Et moi, franchement, je ne pense pas être doué pour m'adapter à ces coutumes-là. Mais si la personne a envie d'utiliser LinkedIn pour une alternance, pour un emploi, pour n'importe quel autre projet, ben, prendre en considération ces règles serait important, ces règles, ces usages, pour pouvoir s'adapter. Parce qu'encore une fois, ce qui va faire qu'on va nous écouter, c'est parce qu'on va nous donner de l'attention, parce qu'on va avoir envie de nous donner de l'attention et un minimum de crédit. Et cette attention et ce crédit passera par le respect
d'un certain, quelque part, protocole ou d'un ensemble de règles informelles. Ça peut Alors, paraître... Oui, quand vas-y. tu parles, je voulais juste qu'on parle de la même chose. Est-ce que à travers ça, tu veux parler de culture d'entreprise, par exemple, ou d'un petit peu de code professionnel, ou je sais pas, Code, oui. dans la banque, un peu, on peut avoir plutôt certaines attentes qui pourraient être différentes d'une start-up. Ce serait ça, ou c'est encore autre chose? Ouais, on peut y avoir des codes professionnels, mais il pourrait aussi y avoir comment on appelle ça, presque j'allais dire des philosophies, mais des idées auxquelles on ne peut pas déroger. Ça peut être, c'est tout bête, mais par exemple, je vais pas commencer un post en expliquant que tous les RH sont des abrutis. Ou alors, je m'exprime sous le ton d'un pamphlet marqué d'un certain cynisme pour expliquer que je suis un peu dans l'ironie, que j'essaie de choquer les gens. Là, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que je suis en train de dire que le langage qu'on va utiliser doit être adapté à notre cible. Si justement on veut s'adresser, je sais pas moi, à des personnes qui pratiquent énormément le pamphlet ou la satire et l'humour noir, eh bien très bien, si on veut avoir leur attention, on va essayer de s'adapter à eux et on pourra être entre guillemets un peu plus brut de décoffrage. Si au contraire on s'adresse à un public qui est à des années-lumière de tout ça, bah, ça fera peut-être faire attention. Et, et c'est quelque chose que j'ai eu l'impression de voir sur LinkedIn à plusieurs reprises, c'est que les gens réfléchissent, enfin, ont l'air de réfléchir d'une façon particulière quand ils écrivent un post et quand ils communiquent. Et je ne pourrais pas définir avec précision cette façon, mais je n'ai pas le sentiment que tout ce qui est écrit sur LinkedIn relève d'une parole et d'une pensée spontanée. Et ça, c'est un ressenti que j'ai, hein. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire c'est vrai, c'est faux. Ce serait très intéressant qu'il y ait des recherches en sociologie des réseaux sociaux. Enfin, je sais Oui, pas mais si... alors là, c'est par rapport à bah, ce dont tu disais tout à l'heure, la visibilité. Hmm. Et en fait, là, on est purement dans des techniques après de marketing. Oui, voilà, 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 voilà. on s'adresse à une audience, voilà, on a un persona, et puis en fonction de ses attentes, on va lui parler de la façon, enfin, qui va attirer son attention, on va parler de choses qui potentiellement vont attirer son attention. Après, moi, c'était pas forcément dans ce sens-là, c'était vraiment utiliser LinkedIn comme vraiment euh, oui, vraiment comme le portfolio et des postes qui, pour le coup, sont un peu différents de ce qu'on peut voir, mais pas forcément avec une visée marketing dans le sens plutôt d'être, voilà, de démontrer ses compétences et, et, et plutôt, oui, plutôt dans ce sens-là. Voilà, pas forcément dans l'objectif d'avoir un maximum de vues, mais plus de se dire, si un recruteur consulte mon profil, il va aller voir en fait bah, quels sont mes accomplissements. Hmm. Voilà ce que j'ai pu réussir, les missions qu'on a pu me confier, avec qui j'ai pu travailler. C'est plus dans ce sens-là plutôt que vraiment chercher à obtenir un maximum de vues et d'abonnés. Et j'ai envie de poser une question, euh, peut-être un peu provocante, mais est-ce qu'il y a une réelle distinction entre la démonstration de nos compétences dans une logique portfolio et les stratégies marketing? C'est une question que je me pose quand j'observe LinkedIn, parce que récemment, j'ai passé pas mal de temps dessus, peut-être trop. Et il y a des fois, je me demande si ces deux logiques, démonstration des compétences et marketing, sont pas presque les deux faces d'une même pièce. Alors en fait, ce que tu dis, parce que quand j'accompagne en VAE, je dis aux personnes que l'exercice est stratégique. Donc quelque part derrière, on le fait dans un objectif précis.
Euh, et démontrer une compétence, eh bien, on peut le faire. Je vais te donner l'exemple d'une personne qui avait fait voilà, une première, avait présenté avait fait un premier travail de VAE. Elle a pas, son diplôme n'a pas été validé. On a refait le travail. Alors, bon, elle n'a encore pas passé la soutenance, mais la façon dont elle avait présenté ses compétences ne correspondait pas aux attendus du référentiel, et pour autant, elle a bien développé ces compétences-là. Hmm. Donc, c'est dans la façon de présenter les choses, ça peut tout changer. Ouais, ouais, ouais. Donc, effectivement, il y a une dimension stratégique de se dire comment je vais présenter de telle sorte qu'on comprenne tout de suite que j'ai bien validé telle ou telle compétence. Quelle est la situation professionnelle déjà qui est la plus pertinente, celle où je vais pouvoir vraiment valoriser tout, que ce soit les compétences, on va dire, plus techniques ou les soft skills. Et c'est un choix qu'on fait. Et dans la façon de rédiger, dans le choix des preuves aussi. C'est, ça reste effectivement un exercice stratégique, quoi. Oui, oui, et peut-être que des gens un peu naïfs comme moi pourraient se dire qu'une fois qu'on a démontré les compétences, on n'a pas besoin de les marketer, alors que aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que marketer ses compétences fait partie du processus de démonstration et de valorisation. Et, et que, et que même pour aller un peu plus loin, pour bien marketer ces dernières, ben, il faut être capable de se renseigner un peu sur le fonctionnement de l'être humain. Et là, j'ai regardé certains podcasts suite à tes recommandations de Romain Bouvet sur justement ces différentes tactiques en neuromarketing. Quand il t'explique, quand il te dépeint l'être humain comme quelqu'un de profondément irrationnel et que toutes les grandes stratégies reposent sur des phénomènes extrêmement irrationnels, comme par exemple, tu vas davantage vendre une fenêtre si tu expliques qu'elle va rendre jaloux ton voisin, au lieu de toutes ces vertus intrinsèques. Tu comprends, si on applique cet exemple à la politique LinkedIn, que ce qui pourrait être très très utile, c'est pas tant les qualités intrinsèques de tes compétences, ou en tout cas que tes, tes valeurs, ta valeur ajoutée en tant qu'individu, mais plutôt comment est-ce que tu vas révolutionner, enfin pas révolutionner c'est un peu fort, mais comment est-ce que tu vas changer l'environnement dans lequel tu vas t'insérer. Donc, si je devais le reformuler autrement, il ne s'agit pas de dire voilà, voici ce que je peux faire, et voilà plutôt comment je vais changer votre vie, voilà comment je vais vous rendre heureux, voilà comment je vais changer votre quotidien. C'est changer, déporter la cible non plus sur soi, mais sur autrui. Et ça, je n'avais jamais pensé à tout ça parce que j'étais pas réceptif, mais plus je creuse ces questions de marketing, et plus je me rends compte que Ah, avoir en tête certaines stratégies, c'est fondamental lorsqu'on veut se lancer sur LinkedIn. après, le marketing s'appuie sur la psychologie sociale, hein. C'est les comportements sociaux des individus, c'est la psychologie de l'influence. Donc, c'est la façon dont les individus fonctionnent. Oui, Et ouais, après, mais il y a eu ce sont des outils qui ont été mis en place, des outils, on va dire, techniques, hein. Mais la base, le fondement, la façon dont comment dire, les campagnes de publicité ou autres sont rédigées, c'est vraiment sur la façon dont l'individu fonctionne, quoi. oui. Mais bah, à titre personnel, je pense être sur bien des aspects très déconnecté enfin, de cette façon, du fonctionnement des individus. On pourrait donner un exemple, l'exemple du timer. Quand tu veux vendre quelque chose, mettre un timer, ça semble c'est fondamental pour réussir. Alors que là, je vais citer quelqu'un dans un podcast, j'ai pas besoin d'un timer pour acheter des pommes de terre. Je sais que j'en ai besoin. Mais ça, tu vois, c'est déjà un positionnement qui est presque trop rationnel.
Et donc, en ayant ce positionnement-là, je réalise que je suis à côté, je suis très vite à côté de la plaque. Et c'est quelque chose que je pourrais dire aux personnes qui pourraient nous écouter. Si vous devez construire une stratégie de communication via LinkedIn, un portfolio via LinkedIn, essayez d'avoir en tête le côté irrationnel de l'être humain. Parce que moi, c'est un peu l'erreur dans laquelle je tombe facilement. Je peux vouloir rationaliser beaucoup de choses et donc je suis à côté de ma cible. Alors après, oui, et, enfin oui, c'est plutôt aussi dans la... c'est même, bah, comme tu disais, l'être humain adore les histoires. Il y a une Hmm. façon de raconter des histoires. C'est vrai qu'il y a Exactement. des personnes qui ne savent pas raconter les histoires, un Exactement. flop, et quelqu'un d'autre raconte, voilà, et c'est ça aussi. Et si je reviens finalement à la VAE, ce qui est quand même assez curieux, c'est que la VAE, tu dois, il y a une commission en fait, voilà, qui doit valider si la personne elle est éligible à faire la VAE pour s'assurer que la personne elle elle a le potentiel pour valider le diplôme. Donc, quelque part, si on fait ça, c'est qu'on reconnaît qu'elle a déjà les compétences. Mais, mais c'est pas suffisant. Et la façon dont elle va les narrer, les mettre en mots, comment elle va les exploiter, ce qu'elle va en ressortir, eh bien, peut faire qu'elle va obtenir ou non le diplôme. Hmm. Ouais. Si on est un peu plus, encore plus transparent ou un peu plus cynique, on pourrait dire que c'est une opération séduction. Oui, ben complètement. Et, hmm. Mais c'est ça aussi en entretien, enfin, un entretien Ouais, d'embauche, c'est le principe, hein, donc. exactement. Exactement. Et que justement, dans ces opérations de séduction, une séduction ne se fait jamais uniquement par voie rationnelle. Il y a plein de choses qui vont nous interpeller, qui vont nous donner envie ou au contraire nous repousser. Et ces choses-là ne seront pas spécialement rationnelles. La tête de la personne ne te revient pas. Il y a un truc dans sa façon de présenter qui ne te revient pas, sa posture, sa tenue. Quelque chose que même si tu te poses, tu essaies de comprendre, tu as du mal à l'expliquer, tu es obligé de prendre du temps et de te dire finalement, il y a un truc qui bloque. La grande difficulté, c'est que les processus de recrutement peuvent être assez courts. Donc, tu n'as pas forcément le temps de cogiter sur pourquoi tu ressens ça vis-à-vis de tel candidat. Et tu te dis juste, avec lui, ça match, l'autre non, basta. Alors là, c'est faut quand même. Alors, il y a toujours des biais, mais Mm. l'objectif, c'est d'aller quand même au maximum de tendre vers quand même des supports qui tendent à essayer au moins de se questionner. Déjà, parce que ben, voilà, l'être humain ne peut pas être 100% objectif. On a pensé que l'IA allait résoudre le problème et elle a été entraînée sur des modèles, des situations humaines, donc elle reproduit exactement les mêmes situations. Mais au moins, c'est de se questionner. Est-ce que là, déjà, avoir quelque chose de... enfin, on appelle ça un entretien structuré avec des questions vraiment très ciblées. Bon, là, on est en train de sortir du cadre, mais c'est juste essayer quand même et de se questionner vraiment le ce pourquoi. Je pense que il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer. J'ai l'impression que c'est de se dire, ok, objectivement, est-ce que ça, je l'ai ressenti à travers une réponse qui a pu être faite sur la démonstration d'une compétence ou si c'est de l'ordre d'autres autre chose et à ce moment-là d'en parler avec voilà des collègues pour essayer d'être mais au moins le fait déjà de l'identifier, de se questionner dessus, pour moi, Un c'est bon déjà début. ouais, c'est un bon début quoi. Mm. Et ouais. Donc oui, c'est vrai. On peut arriver en fait à faire une synthèse de cette question, enfin de la réponse à la question, à cette grande question. Donc, si on reprend la question de base, ce serait dans quelle mesure LinkedIn pourrait constituer euh, un portfolio pertinent pour n'importe quel individu. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme réponse? On pourrait essayer de dire oui, ce serait un outil, ce serait un outil pertinent si, premièrement, il communique de façon authentique et régulière ses expériences et histoires professionnelles. Mhm. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Deuxièmement,
Voilà. Après, pertinent, donc c'est-à-dire qu'ils permettent d'atteindre L'objectif l'objectif désiré. visé. Et là, eh ben, c'est ce que tu disais, il y a une façon de mettre en mots, en fait, les compétences, quoi. Oui, oui, oui. Alors, donc, deuxièmement, utiliser les codes d'expression, les codes, les éléments de langage qui correspondent, qui sont pratiqués par le public ciblé. Et donc, peut-être le troisième élément qui devrait être au final le premier, c'est se poser, avoir une vision claire de pourquoi on veut utiliser LinkedIn et pourquoi on veut construire un portfolio via LinkedIn. Quel serait l'objectif à court, moyen, long terme que l'on cherche, que l'on a lorsqu'on veut se lancer dans une vie, entre guillemets, une vie virtuelle via LinkedIn. C'est peut-être le truc le plus important dont les deux autres points découleraient. Mm, mm, je te rejoins complètement. Et C'est une bonne synthèse.